pour terminer l'année 2022, j'ai pensé vous faire une capsule questions-réponses en rassemblant plusieurs sujets traités dans des commentaires, des publications, des questions en message privé, parce que c'était des questions très pertinentes. Puis je savais que ça rejoignait plusieurs parents et thérapeutes. Donc, ça me fait plaisir de vous offrir ces petites questions. Et c'est à ma façon, à moi aussi, de vous dire merci, merci de commenter, de venir m'interpeller dans des sujets qui vous concernent, qui vous inquiètent. Puis surtout, un grand merci pour votre confiance. Alors, vous êtes prêts? On y va avec la première question. Donc oui, je retrouve évidemment souvent ces questionnements envers les premières chaussures, quand le petit commence à faire ses premiers pas ou est de plus en plus debout. Puis là, ben, souvent, on a des surfaces plus accidentées ou qu'on doit aller à l'extérieur, on a besoin de chaussures. C'est sûr que je priorise le nu-pied de loin, mais évidemment, les chaussures vont arriver tôt ou tard. Alors, pour répondre à ces questions-là, on avait Eliane et la maman de Jake qui se demandaient opter comment choisir les premières chaussures. Eh bien, une image vaut mille mots, je vous montre les miennes. Alors, regardez ça, c'est très souple, c'est très mince. Moi, c'est un type de soulier qui me convient bien parce que j'ai l'impression que j'ai encore accès, malgré que j'ai une chaussure, j'ai accès à toutes mes sensations que le dessous de mon pied a besoin pour répondre à de belles réactions posturales. Donc, que ce soit la surface ou du mouvement, nos pieds qui ont un paquet de récepteurs qui servent à informer le système nerveux de ces informations, eh bien, c'est ce qu'on privilégie, avoir des semelles assez minces pour avoir accès à ces informations-là. Donc, chez le tout petit, bien, évidemment, ce qu'on on vise le plus à voir, c'est ce que je conseille tout le temps, c'est que vous allez voir marcher vos enfants avec la chaussure que vous prévoyez acheter, puis vous devriez voir que le patron de marche de votre enfant est sensiblement le même. Donc, on ne veut pas un pied qui s'adapte à une chaussure, mais plutôt l'inverse. Fait que l'enfant, il marche, puis il y a la chaussure qui va être le mieux pour lui, c'est celle qui va changer le moins possible sa façon de marcher. Donc, évidemment, souvent, ben, elle va être assez bien ajustée en largeur, puis pas trop longue pour pas qu'il s'enfarge, puis que ça l'encombre. Mais c'est vraiment le conseil que je donne. Vous allez le regarder marcher, puis il faut que son patron de marche soit le plus normal possible, comme à l'habitude. Donc, évidemment, il va avoir, ça c'est pour un pied qui se développe normalement, un enfant qui marche, qui a un développement moteur normal, qui marche autour de 12, 13 mois. Puis, à l'occasion, on a des enfants qui ont un tonus beaucoup plus bas, beaucoup plus affaissé au niveau de l'arche, une plus grande laxité. À ce moment-là, ça peut être bénéfique d'avoir une bottine ou même, dans certains cas, on va euh, conseiller des orthèses pour aider l'enfant à être debout et à s'épanouir, à acquérir la marche. À ce moment-là, sachez que si tout va bien, ça devrait être sur un court laps de temps, voire quelque chose comme 6 mois, parce que parallèlement, vous allez continuer vos exercices ou vos traitements en physiothérapie qui va continuer à faire aider, favoriser un meilleur tonus, intégrer des réflexes primitifs, avoir des bonnes habiletés motrices et retrouver des bons axes dans le corps. Puis, comme ça, l'enfant, ben, il va pouvoir, à un moment donné, marcher sans ses orthèses ou sans des souliers rigides. Mais gardez en tête qu'on veut une semelle plane, une semelle souple et pas trop épaisse. Si vous voulez plus de détails ou lire un peu plus sur le sujet, j'avais participé avec l'Ordre des physiothérapeutes à un bel article sur comment choisir les chaussures pour son enfant. Je vous laisse le titre, le lien ici pour que vous ayez accès plus facilement. C'est une question qui revient souvent sur la marche sur la pointe des pieds ou le syndrome de ballerine chez les tout petits qui marchent, qui ont peut-être 2 ans, 3 ans. Et je vous comprends, les parents, que ça vous inquiète puis que vous cherchiez à les aider parce que ben, c'est un patron de marche un petit peu plus atypique. Et voilà. Ah, donc, ce qui est important de comprendre, c'est la cause derrière ça. Il faut comprendre que quand l'enfant est debout puis qu'il s'active
la chaîne postérieure. Donc, c'est une suractivation de la chaîne musculaire en arrière qui fait que l'enfant, pour lui, c'est très, très, très facile de s'arquer, de marcher sur la pointe des pieds. Puis, souvent, c'est ça qu'on remarque en premier, c'est flagrant. Pour lui, c'est difficile d'être dans l'axe, les talons au sol, d'avoir un patron de marche là, plus déposé au sol. Donc, pourquoi? Bien, il peut y avoir plusieurs raisons que de cette suractivation-là. C'est sûr que parfois, c'est intra-utérin. On voit les bébés venir au monde, puis ils ont déjà des tendances à s'arquer, puis à avoir beaucoup d'extension dans leur corps. Ça peut être aussi une mauvaise intégration des réflexes primitifs. Euh, à ce sujet-là, vous pourriez aller voir la capsule sur le moro qui aide énormément à avoir un bel équilibre, justement, de ces deux chaînes-là, antérieure et postérieure. Donc, c'est ma capsule numéro 3 dans la section torticolis. Et ça peut être aussi des enfants qui ont été dans leur environnement un peu plus stimulés au niveau de cette chaîne-là. Donc, on pense par exemple aux sauteuses, aux jolly jumpers qui activent beaucoup cette chaîne musculaire-là. Donc, si déjà le bébé au départ a un fort tonus en arrière, puis qu'on le place dans des appareils qui font la même chose et qui suractivent cette chaîne-là, bien, on va avoir ce comportement-là. Donc, souvent, c'est transitoire aussi. Je dis à plusieurs parents de ne pas s'inquiéter quand on a bien évalué le corps de bébé, du petit, parce que souvent, c'est transitoire, puis c'est un état que l'enfant va chercher parce qu'il est soit excité, il est content, il est curieux, il veut découvrir. Puis pour lui, il y a un bon tonus, c'est facile pour lui de monter sur la pointe des pieds, puis d'aller chercher le jouet ou d'aller plus haut, un niveau plus haut dans son jeu. Donc, souvent, c'est même pas nécessaire de lui dire de marcher sur les talons, puis de marcher comme il faut. Ça va être transitoire, puis ça ne restera pas. Il va gagner en poids, hein? Fait qu'il va prendre de la masse, puis ça va être comme moins propice à faire cette démarche-là. Mais ça peut être intéressant, par exemple, d'être sûr que c'est parti pour être transitoire, de faire évaluer en physio par un autre professionnel qui va aller évaluer justement la souplesse puis l'état de ces chaînes musculaires-là. Donc, on a parlé du moro que vous pourriez aller voir, là, qui regarde vraiment l'état des chaînes musculaires, si c'est souple, si c'est équilibré, et aussi de voir l'état des tendons d'Achille. Parce que si les tendons d'Achille sont souples, alors on a moins lieu de s'inquiéter. Puis s'ils sont déjà en état raccourci, rétracté, bien, c'est peut-être à ce moment-là qu'on va avoir besoin d'un peu plus d'accompagnement. Fait que comment aller évaluer les tendons d'Achille? C'est très simple. C'est d'aller pousser là, les orteils vers le genou pour aller étirer la partie postérieure. Je ne sais pas si vous voyez bien, mais comme ça. Fait qu'on devrait avoir un bon jeu, un bon chez les enfants à 15-20 degrés facilement, le genou droit, puis de sentir qu'il y a une belle souplesse là, du tendon d'Achille. Mais simplement, c'est souvent plus facile d'aller voir un thérapeute qui va aller faire cette évaluation-là pour vous. Puis, donc, on accompagne l'enfant. Ce que vous pouvez faire, par contre, si vous trouvez que ça devient un peu intense, moi, ce que je vais conseiller, c'est que on va aller donner de l'attention à l'enfant à ce moment-là. Quand vous le voyez marcher sur la pointe des pieds, soit que vous essayez de lui amener des jeux, des activités plus près du sol, plus centrées vers lui pour qu'il puisse être plus déposé au sol. Et aussi de l'attention, parce que dans le fond, ça va l'apaiser, ça va venir donner à son système nerveux un état plus calme. Donc, d'aller faire des câlins, d'aller jouer avec lui des longues minutes pour que son système nerveux s'apaise. Donc, on me demandait aussi, est-ce que ça vaut la peine de faire du brossage, des compressions, qui est souvent enseigné par les ergothérapeutes? Bien, c'est sûr que ça pourrait être bénéfique parce que, dans le fond, c'est qu'on veut souvent calmer l'état du système nerveux qui est en surcharge, qui s'active facilement. Fait que tout ce qui peut aller calmer, apaiser le petit, bien, va venir mettre aussi dans son corps un état plutôt d'apaisement, d'être calme. Puis à ce moment-là, quand on est plus centré, qu'on est bien, bien, on est plus déposé. Fait que sur la démarche aussi, ça va avoir un impact. Donc, tout ce qui va aider le système nerveux à s'apaiser, à se calmer, va aider. Puis à l'inverse, c'est pour ça que je conseille rarement
de stresser l'enfant avec des corrections verbales, marche pas comme ça, fais pas ça, nan, parce que ça va faire un état inverse, ça va surexciter un peu plus le système nerveux de d'un aspect, d'un impact négatif sur son système, puis la démarche peut juste continuer à se faire de la même façon. Alors, voilà, je vous invite quand même à voir votre thérapeute si vous voulez plus de détails, plus de conseils sur ce sujet-là. Maintenant, les couches lavables, un très bon sujet. De plus en plus de parents se questionnent sur OK, c'est bon pour l'environnement, mais est-ce que c'est bon pour mon enfant? Donc, la question est intéressante. Ce que je remarque dans ma pratique, c'est que de plus en plus, les nourrissons vont être en couches jetables. Je pense que les parents choisissent de mettre les couches lavables un peu plus tard, quelque chose comme 3 mois, autour de ça, quand le bébé a suffisamment d'amplitude de mouvement, de force pour répondre à cette contrainte-là au niveau du bassin parce que c'est quand même une bonne épaisseur, beaucoup de tissu, puis ça prend une bonne mobilité chez l'enfant pour qu'il puisse s'adapter aux positions avec ses couches lavables. Alors, ce que je vais remarquer, c'est surtout en ventral. En ventral, que le bébé qui va avoir plusieurs couches de tissu au niveau du bassin, bien, si c'est une position qui est déjà difficile, ça va lui compliquer la vie un peu plus parce que le bassin va avoir plus de difficultés à se déposer, à être au sol. Il va être un petit peu plus surélevé, donc en flexion. Puis ça va devenir difficile pour un enfant qui aurait peut-être moins de force au niveau du tronc, moins la capacité de se redresser, d'aller placer ses mains, puis de tenir une belle position. Fait qu'imaginez, si la position est difficile, puis que j'ajoute d'épaisseur au bassin, le corps, lui, ce qu'il fait, c'est qu'il se penche encore plus vers l'avant. Donc, moi, ce que je vous dirais, parce que c'est tellement pour une bonne cause, donc je ne suis pas fermée du tout à l'idée, mais observez vos enfants, observez s'ils sont aptes, s'ils ont un corps assez fort, mobile pour aller répondre à cette contrainte-là, puis que ça n'impacte pas sur ses mouvements, puis sur ses transitions. Puis à partir de ce moment-là, ben, vous saurez quand c'est le bon temps pour mettre les couches lavables. C'est une bonne question, ça, que j'avais reçue pour un bébé qui, à chaque fois qu'il était positionné sur le dos, se redressait la tête comme ça, comme s'il faisait un redressement assis. Puis maman se questionnait si c'est parce qu'il y avait des inconforts qui se relevaient la tête. Alors, moi, simplement de façon réflexe, j'aurais tendance à dire que c'est sûrement un bébé qui a un bon tonus, qui a des bons muscles, puis qui a envie de faire des mouvements contre la gravité, qui est super bon pour son développement moteur, puis ça s'annonce très prometteur pour le reste, la suite des choses. Par contre, c'est sûr que ça serait intéressant d'aller voir si effectivement il n'y a pas un débalancement dans sa souplesse. Si rester à l'état horizontal, ça crée des tensions parce que, par exemple, il y aurait une perte de souplesse dans l'extension, puis c'est pour cette raison-là qu'il se redresse. Donc, encore là, on pourra aller voir, je peux vous référer à ma capsule du Moro qui va aller évaluer la souplesse des deux chaînes musculaires, donc la flexion et l'extension. Puis, s'il est bon à faire cette position-là, il n'y a pas lieu de s'alarmer. On pourrait aller voir aussi le tiré assis, quelque chose que je vais remarquer chez un enfant qui a déjà des bons abdominaux. Parfois, ce que je remarque, c'est qu'il est capable d'aller faire le mouvement avec le tronc, mais pas avec les bras. Si j'inclus les bras dans le mouvement est difficile à faire. Donc, ça, c'est un exercice que je vais montrer aux parents parce que ça permet d'aller chercher une très bonne connexion avec les bras et tout le reste du corps. Donc, très, très, très utile pour le reste du développement. Donc, ça, c'est notre fameux tiré assis que je vous montre brièvement, mais qu'on va prendre les mains du bébé, les coudes en flexion, puis on s'attend que le bébé se redresse en se tirant de ses fléchisseurs, donc de ses biceps,
et de sa tête et du tronc. Fait que si ça, c'est acquis, que le bébé est capable de se tirer assis avec les bras, puis qu'il est capable aussi de faire ça, c'est très bon. Mais s'il fait juste le mouvement avec la tête et pas avec les bras, il y a un petit déséquilibre à aller travailler. Je vous invite à consulter votre thérapeute qui pourrait vous accompagner dans cette démarche-là. Donc, non, je ne croirais pas qu'il y aurait des inconforts ou des maux physiques nécessairement. Par contre, on pourrait avoir chez l'enfant de plus vieux un petit peu, le bébé de 7, 8 mois, qui commence à être inconfortable dans la position sur le dos, que c'est plus une position de jeu qu'il préfère. Donc, à ce moment-là, ben, ça serait comme un inconfort ou plutôt un manque d'intérêt. Puis, on s'attendrait chez cet enfant-là, alors, s'il y a ce manque d'intérêt-là, ben que de lui-même, il se roule sur le côté, qu'il s'en aille sur le ventre, qu'il se trouve d'autres positions pour aller davantage s'épanouir, jouer avec ses jouets. Donc, sans que ce soit un inconfort physique, ça peut être un inconfort de, un impact sur son ressenti et la façon qu'il aime jouer au sol. Puis ça sera à lui et à nous de l'accompagner pour des transitions, des positions de jeu plus intéressantes à ce moment-là. C'est une autre bonne question, ça. Le port du casque, à quel âge, quand l'enfant il commence tôt à avoir un petit plat au niveau de la tête, la plagiocéphalie, à quel âge on peut commencer à aller faire les mesures pour le porter? Parce que rapidement, ben, on veut corriger la situation. Alors, je comprends très bien les parents qui optent pour le casque et qui veulent agir rapidement. Cependant, il ne faut pas oublier que c'est un poids supplémentaire qu'on ajoute au corps du bébé qui, lui, lutte contre la gravité pour avoir un bon développement. Donc, c'est important de considérer ça. Pour cette raison-là, les spécialistes en général vont conseiller vraiment de commencer les démarches quand l'enfant va avoir le tonus et les habiletés pour tenir en position assise. Donc, c'est souvent vers 7 mois qu'on commence les démarches. Parce qu'avant ça, ben, souvent, ça va les contraindre, ça va amener une contrainte au niveau de son développement, les habiletés au sol. Donc, un coup qu'on a le casque, ben, c'est d'observer notre enfant aussi, comment il réagit avec ce poids supplémentaire-là. Est-ce que ça l'empêche de rouler, de ramper? Est-ce qu'il fait moins d'habileté motrice qu'il ne le faisait? Comment il réagit? Je pense qu'il y a plus de bénéfices à considérer de conserver un beau développement moteur que l'apport que va apporter le casque, un apport considérable souvent, mais on a plus à gagner de prioriser le développement moteur de l'enfant. Et évidemment, de continuer les démarches pour aider la rondeur de la tête qui revienne au maximum. Donc, je vous suggère, c'est sûr, d'être accompagné par un thérapeute qui va aller continuer les méthodes pour rétablir la situation au niveau de la tête, au niveau du tonus, au niveau du corps, pour comprendre pourquoi le plat est arrivé, puis comment l'aider à se résorber au maximum. Bon, maintenant parlons des réflexes primitifs. Vous savez comment j'aime ça. Alors, on me demandait par rapport à mon réflexe de Moro, est-ce que de pratiquer le réflexe allait aider l'enfant à le faire intégrer, donc à le faire passer? J'imagine qu'on voulait dire qu'il n'apparaisse plus. Mais c'est sûr que c'est l'objectif. L'objectif, c'est de faire pratiquer ces combinaisons naturelles de mouvements. Donc, je vous rappelle, la petite boule, la pleine flexion suivie de l'extension. Pratiquer ça de façon naturelle, dans un état de calme, reposé, apaisé, pour aider le corps du bébé à le faire libérer de ses blocages physiques, émotionnels, puis ainsi le faire maturer davantage. Puis, c'est un réflexe que je travaille pratiquement toujours parce que c'est le réflexe du stress. Et comme on en vit, hein, probablement un peu chaque jour, c'est un réflexe qui se fait solliciter dans le quotidien. Alors, de retourner à pratiquer ces mouvements naturels-là va aider à nous libérer de nos tensions.
Donc, si le bébé tout petit avait un beau réflexe et que les positions étaient complètes, étaient bien pratiquées de façon naturelle ou accompagnées, bien, ça va être facile en le retravaillant, de faire libérer les émotions, les blocages, puis d'amener l'enfant ou la personne dans un état de calme et de bien-être. À l'inverse, si c'est quelque chose qui a été très difficile chez le bébé, qui était très immature, bien, il faut s'attendre à avoir besoin de le faire plus souvent, de le répéter peut-être plus pour espérer passer à un niveau supérieur de maturation. Si vous voulez là, plus de détails pour ceux qui le connaissent moins, je vous le rappelle, c'est ma capsule numéro 3 dans la série du torticolis congénital, qui est le réflexe primitif de Monro. Je vous invite à aller l'écouter. Tous les détails et les explications sont présents. C'est une très bonne et dernière question qu'on me demande. C'est quoi le délai approximatif qu'on peut s'attendre quand on fait intégrer un réflexe? Bien, c'est très difficile de répondre à la question parce que ça va être variable d'un système nerveux à l'autre. On n'a pas tout le monde le même système nerveux de base. Puis, on ne vit pas tout le monde dans le même environnement aussi qui a un impact sur la maturation du système nerveux. Et aussi, évidemment, comment est appliqué le réflexe qu'on désire faire intégrer. Fait que tout ça va amener beaucoup de variations chez les enfants. Mais pour vous donner un exemple, on peut avoir besoin de quelques semaines chez un tout petit qui fait un développement moteur normal, puis que les réflexes apparaissent au bon stade de développement. Puis ça peut aller jusqu'à quelques mois, voire des années chez un enfant qui aurait un système nerveux beaucoup plus immature, puis qui serait plus vieux au niveau d'âge scolaire, par exemple. Donc, mais l'important, c'est d'être solide aussi dans notre démarche, de respecter beaucoup l'enfant, d'avoir une intention de calme, de respect, d'écoute pour aider l'intégration des réflexes parce que ça va avoir un gros impact, je vous dirais même plus que la pratique même du réflexe, l'intention de la pratique et dans quel état on va le transmettre va avoir pratiquement encore plus d'effet que l'exactitude du réflexe pratiqué. Donc, il ne faut pas oublier que c'est ça, il y a plusieurs sphères qui aident la maturation du système nerveux, du cerveau, dont le développement affectif. Alors, nous mettre dans un état de calme, d'être apaisé, d'intention très bienveillante envers l'enfant va aider beaucoup. Alors, on s'arme de patience, puis on garde cette intention-là qui est d'aider l'enfant au maximum de son potentiel. Puis, ça se fait dans la joie et le bien-être de tous. Donc, j'espère que ça répond à des questionnements qui étaient peut-être là, où ça va plus en profondeur sur des sujets qui nous chicotent, nous, les parents ou les thérapeutes. Puis, ben, n'hésitez pas, c'est sûr, à continuer votre démarche si vous voulez encore plus comprendre la maturation, comprendre qu'est-ce qui se cache derrière une problématique physique ou émotionnelle chez votre enfant. Puis, ça va vous aider à les accompagner. Alors, je vous souhaite un beau temps des fêtes, Noël 2022 rempli d'amour, beaucoup de paix dans votre cœur et une année 2023 à la hauteur de vos attentes.